Vous n'avez pas honte? Après ma première vidéo sortie sur le chef-d'œuvre ô combien adulé, j'ai nommé À Contresens, vous avez été nombreux à me demander la suite. Et honnêtement, c'est ma faute. C'est moi qui me suis engagé à faire les suites si vous le manifestiez. Mais je ne m'attendais pas à ce que la tâche soit si compliquée. Si seulement À Contresens s'était contenté d'être un film nul dans son coin, je pense qu'on aurait pu s'arrêter là. Mais malheureusement, À Contresens a décidé de devenir une saga qui se la joue complexe et qui se pense profonde et intéressant comme certains étudiants en cinéma dès qu'ils prennent la parole. Et je ne m'attendais franchement pas à avoir autant à dire sur ce deuxième film. Sérieux, ça part dans tous les sens. Mais n'allons pas trop vite en besogne, nous aurons tout le temps d'en reparler plus tard. Dans ma précédente vidéo, je vous parlais du fait qu'À Contresens avait déjà une solide communauté de lecteurs, à laquelle est venu s'ajouter les adorateurs du film. Et croyez-moi, ils m'ont fait savoir qu'ils n'avaient pas vraiment apprécié ma petite vidéo, que c'était un film et que ça n'avait pas besoin d'être réaliste, que je m'attardais sur des détails, que je m'attaquais même à la mauvaise communauté comme si demain une dizaine de gamines avec des t-shirts de Nick allaient me passer à tabac à côté du Starbucks du coin. Mais que surtout, il n'y avait rien de bizarre dans cette histoire, car Nick et Noah n'ayant aucun lien de sang, ils n'étaient donc pas frères et sœurs et pouvaient jouer à papa et maman tranquilles. À cela, je vous réponds oui. Je tiens à rappeler que la mécanique Step Brother, Step Sister est une mécanique qu'on retrouve dans certains films en particulier. Et tu sais très bien desquels je parle. Avant d'aborder ce second produit filmique de haute qualité, j'aimerais parler avec vous des suites au cinéma. Car si aujourd'hui elles sont légion et même presque banales, au point que des sagas entières sont commandées avant même que le premier opus ait fait ses preuves, ça n'a pas toujours été le cas. Les suites au cinéma sont apparues peu après sa création. Historiquement, la première suite connue est Fall of the Nation, sortie en 1916 et réalisée par Thomas Dixon Jr. Elle fit suite au film Birth of the Nation, sorti en 1915. Et à l'époque, l'accueil du public et des critiques est désastreux. Le film est considéré comme un échec et est perçu comme opportuniste. Une quinzaine d'années plus tard, rebelote avec Son of Kong, sorti en 1933. Suite au premier film de King Kong, sorti également en 1933. Ouais, là les gars, ils ont pas perdu de temps, ils ont vu que c'était un succès, ils ont crié direct. Mais lui aussi a été vu comme voulant simplement surfer sur le succès de l'original. Il faut attendre 1935 avec le film Bride of Frankenstein, la suite du film Frankenstein de 1931, pour que le public adhère et que même se dise qu'une suite peut non seulement être bonne, mais également surpasser son prédécesseur. Car jusque-là, les suites étaient vues comme des produits commerciaux dénués de tout sens artistique. De 1940 à 1960, les suites sont toujours présentes, mais se font assez rares. Enfin, plutôt non, elles sont toujours présentes, mais elles sont réservées à certains films, et surtout ceux qui ont du succès. Mais on peut compter Tarzan The Ape Man, sorti en 1932, qui a eu le droit à 12 suites, jusqu'en 1948. Ah les gars, ils ont vu que c'était un succès, ils ont capitalisé sur leur gars. Car même si c'était de la série B destinée au cinéma de quartier et que c'était jugé répétitif, les films étaient des succès commerciaux. Et les noms des films, on dirait vraiment les livres Martine. Tarzan et sa compagne, Tarzan s'évade, Tarzan trouve un fils, Les trésors de Tarzan, Les aventures de Tarzan à New York, Tarzan d'île du Chitabondi, Les triomphes de Tarzan, Les mystères de Tarzan, Tarzan et les Amazones, Tarzan et la femme léopard, Tarzan et la chasseresse et Tarzan et les sirènes. Peut-être que j'en ai rajouté un dans la liste. C'est à partir de 1970 que les suites prennent toute leur ampleur, avec la sortie de Godfather 2, qui est un immense succès et qui gagnera même l'Oscar du meilleur film. C'est à cette période que les suites sont vues comme des outils narratifs, servant à étendre l'univers d'un film et non plus seulement comme des produits commerciaux. Avec des films comme Rocky, Les Dents de la Mer ou Star Wars, qui lancent d'ailleurs ce modèle de séquelle réussi, ouvrant la porte à une saga. Et entre 1980 et 1990, c'est l'explosion des suites et des sagas. Il y en a pour tous les goûts, avec des triomphes absolus comme Terminator 2, qui explose tout et met même une tempête au premier. M'insultez pas les gars, j'adore Terminator, mais Terminator 2 quoi. Les gars. Ou encore Aliens, toujours réalisé par James Cameron. Ouais, le pressing de James Cameron à l'époque, c'était quelque chose. Mais cette période, c'est aussi la démocratisation des suites direct ou vidéo en VHS, destinées uniquement à faire de la thune. Depuis 1916, ça bouge pas. Et à jouer sur la confusion des gens dans les vidéoclubs. Les vidéoclubs, pour les plus jeunes qui regardent, c'est genre Netflix mais en physique.
avec des films comme Universal Soldier 2, Brother in Arms ou Creatures 3, avec un tout jeune Leonardo DiCaprio, ainsi qu'une quantité abyssale de suites Disney. C'est simple, à une époque, tu prenais un film Disney, tu mettais un 2 derrière, tu pouvais être sûr que le truc n'avait jamais vu la couleur d'une salle de cinéma. Ensuite, vous connaissez un saga, séquel, spin-off, univers étendu, remake, avec du bon comme du mauvais. Oh! Jusqu'à arriver aujourd'hui à notre suite catastrophique, à Contresens 2. Bref, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo dédiée à la critique du film À Contresens 2. Installez-vous confortablement et bon visionnage. Le film commence cette fois directement par son générique. Ah ben je dois le reconnaître, des jolis plans aériens des paysages de l'Espagne. Sauf lui. Et lui qui pour je ne sais quelle raison saccade. Le titre s'affiche, Culpa tuya, qu'on peut traduire cette fois par c'est ta faute. Et oui, c'est ta faute spectateur si ce film existe. Et c'est aussi ta faute si j'ai dû me mater ce film non pas 2 fois pour cette vidéo, mais 3 fois. Je vois des choses la nuit. Donc s'il te plaît, aie un peu de honte. Et sinon, en français, le film s'appelle toujours À Contresens. Le 2. On retrouve Noah qui fête ses 18 ans. Bon, au moins maintenant elle est majeure, c'est déjà ça de gagner. Visiblement, le cocktail de sa mère donne une furieuse envie à tout le monde de s'explorer les amygdales. Même Will, le papa, se demande si la daronne a pas mis un petit truc dedans. Dis-moi, ton cocktail ne serait pas aphrodisiaque par hasard? Quand on sera seul dans notre chambre, tu verras que non. Attendez, j'ai pas compris. Est-ce qu'elle vient de le chauffer en lui disant que ce soir c'est béquille? D'ailleurs, où est Nick? Il est pourtant champion dans l'exploration amygdalienne. C'est une vraie discipline. Heureusement, cette gentille figurante vient poser la question qui nous brûle les lèvres. Nous apprenons que Monsieur Regard Plissé est en fait en stage à l'étranger. Comme Yena trouve le cocktail pas à son goût, elle propose à Noah d'aller s'en jeter un à l'étage. Et j'ai déjà une petite question. Qui garde du champagne et 2 coupes dans un coffre-fort? Je sais pas, moi, un coffre-fort ça sert à garder de l'argent, une VHS de DBZ, ou le secret du succès de ces daubes d'À Contresens, mais pas du champagne. Après une petite discussion où on apprend que malgré leur balade père-fille plutôt mouvementée de l'année dernière, Noah est touché par la disparition de son papa. Mais Jenna lui dit « T'as pas intérêt à verser une larme. Il l'a bien cherché. Rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de ton père, tu vas quand même pas chialer pour ça, si ?» Et nous commençons à entrer dans le premier gros problème de ce film, ses dialogues. Déjà que le premier était pas particulièrement subtil là-dessus, là c'est niveau 0 de l'écriture. J'ai même pas vu Nick ces derniers mois, fait chier. Je sais pas pourquoi je prends ces trucs. Parce que quand tu le vois, vous passez votre temps à baiser. Vous perdez pas une minute. Non, on profite. Ah, ça pour profiter, je me fais pas de soucis pour vous. Tu vas nous le sucer jusqu'à l'os, le pauvre. Mais ce mignon échange est coupé par l'arrivée du beau gosse préféré de ta cousine de 13 ans. Et wow, à peine 4 minutes 13 de film, générique compris, et c'est déjà l'heure de faire le tour du propriétaire. Bon, entre les dialogues et les scènes de culbutage, ça, on n'en aura pas besoin. T'as un goût sucré. J'ai préparé un cocktail spécial. Ça s'appelle un Noah, tu veux goûter? 18 secondes. Rigolez pas, hein, c'est une super perf. Je viens de t'offrir mon cœur, poupée. Poupée, mais quel ringard. Ah. Oui, ma choubidou, sucre de love. Après ces retrouvailles passionnantes, nos zéros profitent de la journée pour aller chez le glacier. Mais il n'y a que Noah qui prend des boules, et pour aller surfer. Mais il n'y a que Nick qui prend des moules. Le tout ponctué par un subtil plan imagé. Oui, me faites pas croire que c'est un plan qui a été choisi au hasard, ça. Gonzalez. Gros obsédé, va. Qui dit 18 ans, dit dernière année de lycée normalement. Mais bon, ça on s'en fout, on passe directement à la fête de fin d'année. Allez hop, on se remue sur la plage. Et comme le bon obsédé qu'il est, le réal s'est lâché sur ce film. Vraiment, tout est bon pour mettre tout le monde à poil. Nick et Lion ont une discussion de boomer philosophique du genre « Ouais, nous à notre époque, on brûlait des bouquins, on se dandinait pas sur la plage. » Et qu'ils sont un peu inquiets car elles partent à la fac où il y aura des garçons de leur âge. Suite à ça, on a un petit peu d'exposition sur le personnage de Lion. Nous apprenons donc que son frère est en prison et que c'est un petit peu la panade car le garage familial va mal depuis justement que Luca, le grand frère, est parti faire un tour en tôle sans passer par la case départ. Noah nous l'a joué gris en mode « Regardez ces pauvres filles qui jubilent d'avoir des superbes voitures à 18 ans, non mais où va le monde ?» Jusqu'à ce qu'elle-même devienne une jeune fille qui jubile d'avoir une superbe voiture à 18 ans. C'est parti pour vroom vroom et plan drone saccadé. Pendant qu'elle s'éclate sur la route, les frères et sœurs ont une petite discussion sur leur relation. Ça fait presque 1 an qu'on se cache. Que vous vous cachez?
Faire ça devant la maison, c'est pas vraiment ce que j'appelle se cacher. Puis les parents, ça fait un moment qu'ils vous ont grillé. Hein. Et pour solutionner ça, et parce que Lion l'a fait flipper, Nick propose à Noah qu'ils habitent ensemble dans la maison du grand-père. C'est un peu vide, non? Bah oui Noah, la vaisselle ça coûte cher. Hein. À ton avis, pourquoi Nick il veut que tu viennes? Et c'est bon, c'est une blague. En plus, cette blague a été écrite par ma femme. Il y a qu'un lit au milieu. Oui, c'est pas censé vous déranger. Avant que Nick ait accès au buffet à volonté, Itadakimasu Bismillah, Noah dit que ça va être un petit peu compliqué de vivre avec lui car elle vient d'accepter une chambre étudiante à la fac, ce qui cache un peu l'ambiance. On retrouve ensuite notre petit groupe dans une boîte de nuit pour faire une petite mise à jour de ce qui vient de se passer. Donc rapidement, Lion est en embrouille avec Jenna car elle a trop de fric et Nick embrouille Lion parce qu'il l'a fait flipper sur Noah et que maintenant il y a un malaise. Et qu'accessoirement parce que Nick aussi il a trop de fric. Noah demande des conseils à Jenna par rapport à Nick car... T'es un peu comme sa sœur. Ah non, j'ai rien à dire, la blague s'écrit toute seule. Mais en gros, Yenna lui répond que le gars flippe de l'abandon depuis que sa mère est partie chercher du lait. Pour une fois que c'est pas le daron. Et en parlant de la mère, c'est à ce moment bien précis qu'elle décide d'appeler. Mais elle se mange un vu du fiston. Nous découvrons ensuite l'appart étudiant de Noah, où on pourrait faire entrer 10 étudiants du Crous, et elle rencontre sa mystérieuse roommate qui se la joue Palpatine. Est-ce que tu connais l'histoire tragique de Dark Plagueis, le sage? On nous introduit ensuite Sophia, Apex, tu peux dire bonjour avant d'arriver? le nouveau love interest de Nick. Je te conseille de pas mater mon cul. Ce qui nous ajoute en à peine 20 minutes la 6e intrigue du film, celle de Nick et Noah, de Lion et son frère, de Lion et Jenna, de Noah et Bea, de Nick et sa mère, de Nick et sa mère, et celle de Sophia et Nick. Madame mate pas mon boule. Et c'est le 3e problème du film. Après les dialogues et le manque de subtilité, c'est la densité du bazar. Ça part dans tous les sens sans qu'on ait le temps de digérer quoi que ce soit. La mère de Noah la confond sur le fait qu'elle s'exhibe avec Nick. Ça fait presque 1 an qu'on se cache. Sérieux les gars, vous faites vraiment 0 effort là. Et comme elle s'est fait embrouiller, elle va chercher du réconfort auprès de son bro, qui s'étant poté, n'arrive même pas à cacher sa nouvelle collègue dans une scène méga goofy. Oh non, oh non, oh non! Je t'aime. Moi aussi. C'est ma sœur. Ah, sérieux, vous faites exprès de jouer là-dessus là. On est une famille très unie. Non mais sérieux, le film me pique mon travail. Il fallait vanner à ma place. Noah se rend dans sa petite chambre étudiante pour oublier son engueulade avec sa mère et tombe sur l'après-midi festive organisée par Bea. Noah tombe sur des invités très prévenants qui ont la gentillesse de tester son lit pour elle. T'inquiète, je vais tout nettoyer. Ah non mais t'assois pas, sérieux. Change les draps au moins. Bea s'excuse pour la petite sauterie et... Wow. Attends, c'était quoi ce cut d'amateur là? On revient en arrière? Prends ça. Mais sérieux, c'est hyper chelou comme cut, comment ils ont pu laisser passer ça? Bea nous fait un peu d'expo et on apprend qu'elle partage une jolie cicatrice avec Noah, qu'elle doit à un ex plutôt dangereux. Mais on en reparle plus tard. Le nouveau love interest de Noah entre par cours sur plateau, c'est une blague de théâtre, et se présente. Michael. Alors on peut rajouter une 7e intrigue au film, celle de Michael et Noah. Et vous savez pourquoi cette scène existe? Uniquement pour mettre Nick et Noah sur un pied d'égalité et créer de la discorde. Mais c'est fait d'une manière tellement superficielle. Retour du côté des Lester et fils, et là, retournement de situation. Non, quand même pas. Penchement léger de situation. Rafaela, la mère de Noah et Will sont en fait des masterminds, les big brains de ce monde, car ils avaient tout manigancé pour que Sophia et Nick travaillent ensemble et créent une relation. Nick et ses petites sœurs. Alors oui, j'en ai pas parlé dans le premier film parce que j'ai pas jugé ça important, mais Nick a une petite sœur du côté de sa mère. Voilà. Ah, et elle est diabétique. Non, je le dis parce que c'est presque son seul trait de personnalité. Donc, Nick et ses petites sœurs font... Sandwich de petite sœur. Ah, dis pas ça, s'il te plaît. Nous faisons la découverte de la mère de Nick qui essaye de lui parler, mais il est pas très chaud, donc il annexe supplément punchline dans ses chicots. Juste 1 minute. 1 minute? Ce serait toujours 60 secondes de plus que ce que tu m'as jamais consacré. Oh, bah celle-là, elle est bien. Petite scène de zizi pampan très gênante que je vous déconseille de mater en famille, puis visite de la chambre étudiante de Noah. Et alors que Nick nous fait un remake de la scène du frigo, fustigeant le fait qu'elle n'ait même pas un pauvre sandwich dedans, il fait la rencontre de Bea, mais oh, est-ce vraiment la première fois qu'ils se rencontrent? Ou alors il s'est juste conseillé de bureau. Perturbé, Nick décide de partir et oh, regardez, je fais tomber mon téléphone sans faire exprès pour la suite des intrigues. Sérieux, entre les cuts faits à l'arrache et le fait que tout le monde semble ignorer le bruit du téléphone qui tombe par terre, c'est vraiment niveau 0 de la mise en scène. Aucun effort n'est fait et vous kiffez.
Sérieux, ça me dépasse. Lion contacte Nick via le téléphone du chauffeur pour lui dire qu'il est dans le pétrin, comme nous évoque subtilement l'acteur en levant ses mains pleines de colorants rouges. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Il s'est battu? Il a blessé quelqu'un? Non, rien de tout ça. Ce neuneu s'est juste coupé en essayant d'ouvrir un paquet de farine. Je voulais vérifier que c'était pas ça, que c'était autre chose, je sais pas moi. Des portables, du caviar. Du caviar? T'es aussi con que ça? Avec cette réplique, je trouve Nick appréciable. C'est un exploit. Après, c'est vrai que Lion, c'est pas le pingouin le plus croquant du tiroir non plus. Donc, si Lion est là, c'est une combine de son frère pour faire de l'argent et sauver le garage. Plutôt que d'accepter des sous de ton pote millionnaire. Ou même que d'accepter des sous de ta meuf millionnaire. Sérieux, si les personnages de ce film réfléchissaient 2 minutes, il n'y aurait pas de film. Mais après, moi, je serai au chômage. La Dream Team va donc remettre le paquet de téléphone au caviar au boys band espagnol local et Noah débarque. Et allez-y, devinez pourquoi. Si, allez-y. Oui, bien joué, parce que Nick a subtilement oublié son téléphone et ce teubé de Lion a tout raconté à Noah. Ronnie se la joue méchant de James Bond. Ah non, en fait, c'est pas Ronnie, c'est son frère. Mais bon, pour les 2-3 fans de Ronnie, pas d'inquiétude, il sortira bientôt de prison. Si tant est que les fans de Ronnie existent. Bref, scène de tension pas du tout tendue, car Noah se la joue meuf pas impressionné, mais quand ça sort le schlass, un peu plus. Ensuite, ça fait bagarre, bagarre et rebagarre. Et c'est la scène de baston général la plus nulle que j'ai jamais vue. On voit les faux coups, le montage est hasardeux, c'est super mou, Nick se fait éclater un verre sur la tête mais ne bronche pas, Noah fait la victime dans son coin alors que c'est elle qui a déclenché la bagarre. Et enfin, la plus grosse question que je me pose dans cette scène, c'est quoi cette veste immonde ? Après un petit passage au commissariat et une petite scène d'engueulade en voiture, saupoudrée des phrases les plus clichés qu'il m'ait été donné d'entendre. T'aimais ce que j'ai fait de plus difficile dans ma vie. T'aimais ce que j'ai fait de plus beau dans la mienne. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Arrive le meilleur moment du film. L'adoption du petit chat. Et oui, trop mignon tout blanc. Oui, j'adore les chats. Ils discutent du passé de Béa et du fait qu'elle a eu un accident de voiture dans une course clandestine avec son ex. Donc évidemment, tout le monde comprend que c'était Nick. Ensuite, allez hop, on fait joujou avec la baguette de Nick. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Noah. Montre-moi ta baguette, mon amour. Excusez-moi, quelqu'un peut allumer la lumière? Sérieux, pourquoi c'est moche comme ça? Le chef-op avait déjà démissionné? Ou c'est Gonzalez qui a pris la relève? Ou alors c'est le chef-op de la bataille de Winterfell? Béa les surprend en n'étant pas du tout inquiétante avec son couteau à les regarder comme ça, ce qui déchauffe Nick qui finit par se barrer, non sans marcher sur le petit chat au passage. Et dire que je commençais à avoir de la sympathie pour toi, Nick. Mais là, c'est terminé. Jenna vient voir Lion au garage. T'aimes bien mon nouveau look? Je porte rien en dessous. Quoi? T'as pas de culotte? Si. Par contre, j'ai rien sous ma culotte. Et je suis sûr qu'ils ont piqué cette blague à Fatal. J'ai une surprise pour toi. Je te sous mon bikini. Mais je peux pas le prouver. Suite à ce honteux plagiat, nous avons le droit à un dîner mondain chez les Lester, où chaque rire sent 6-0 sur le chèque. Comme de base Noah n'était pas invitée, et qu'en plus elle prend le seum parce qu'elle voit Nick et Sophia se faire des messes basses, elle crée le malaise en évoquant que quand ils se disent bonjour avec Nick, ils se contentent pas de se faire la bise. Et sortie de nulle part, nous apprenons qu'elle est aussi chafouin, car aujourd'hui c'est la mort d'anniversaire de son papa, et que personne s'en souvient. Après, excuse-nous de ne pas nous rappeler du méchant le moins charismatique du cinéma. Et nous avons le droit à une petite scène de drame romantique et de phrases philosophiques devant la tombe de Feu Jonas. Coucou le nœud pour le côté fort. Et sérieux, c'est d'une tristesse. Mais pas en mode c'est touchant. Vraiment en plus en mode triste. Nul. Le vieux contre-champ, la lumière, cet aspect de téléfilm M6, sérieux, il n'y a rien qui aide là. Et vraiment, on ne ressent rien. Les deux sont déjà à moitié en train de draguer de leur côté. On ressent ni amour, ni déchirement dramatique. C'est ça votre couple idéal? La mère de Nick vient chercher l'aide dont elle a besoin auprès de Noah. Et maintenant, je vais me contenter de l'appeler Madame Exposition. Et vu que le film ne fait aucun effort pour nous présenter les éléments, je ne vois pas pourquoi moi je m'embêterais à le faire. Donc pendant que Noah découvre les petits secrets de famille, je laisse Madame Exposition vous exposer. Tu y trouveras le compte-rendu du procès dans lequel je réclamais la garde de Nick. Et bien sûr, le désistement qu'ils m'ont fait signer après leur chantage. Tu ne connais pas le grand-père Andrew et son armée d'avocats. Il déteste son fils Will parce qu'il n'est pas comme lui, mais son petit-fils, c'est différent. C'est son héritier. Il ne m'aurait jamais laissé le prendre avec moi. Oui, j'ai été infidèle à Will et à mon nouveau mari. Le grand-père l'a découvert et s'en est servi pour me prendre Nick. C'est injuste.
Et alors que Noah est trop occupé à mater la sextape de ses parents, Madame Exposition se faufile dans la salle de bain parentale pour piquer les brosses à dents. Brosse à dents rose, brosse à dents blanche. Oui, on a vu, t'es pas obligé de tout exposer non plus. Et vu que c'est un ninja spé discrétion plus apparemment, elle retourne à sa place avant que Noah la crame. Et j'y crois pas du tout. Pourquoi? Car ils sont seuls dans cette immense baraque tellement vide qu'elle résonne comme le cerveau de Lion, et que ces big talons dans l'escalier là, depuis l'étage, ils ont dû faire un boucan pas possible. Donc, comment Noah ne l'a pas entendu? Enfin, cette séquence se finit avec Madame Expo qui file une lettre importante à Noah, destinée à être lue par Nick, et alors que cette dernière essaye de l'amener discretos à son bureau, elle se fait automatiquement cramer, comme moi quand j'essaye de la jouer discrète dans Assassin's Creed. Ouais, je suis pas super doué pour la subtilité. Et Nick finit par la déchirer. Bon, là, on arrive au moment mou du film, où il se passe plein de trucs pas si intéressants que ça. Donc vous savez ce que ça veut dire? Oui, exactement, bande de petits chanceux. Je vous invite à prendre place dans la file Fast Pass. Direction l'acte 3. Petit moment romantique super moche entre Nick et Noah à base de phrases nulles et de grandes discussions sur l'incertitude de leur relation qui est à l'image de ce film, c'est-à-dire Incroyablement éclaté. j'allais dire artificiel, mais ça marche aussi. Sophia et Nick partent à Londres pour régler une affaire, mais sont suivis par un photographe qui fait des portraits. Mais que de dos, c'est un style. Noah et sa mère s'embrouillent car... Je ne te laisserai pas partir vivre avec un homme, tu as 18. Ah! Donc c'est le fait qu'elle ait 18 ans le problème, pas le fait qu'elle sorte avec son frère? Mais Noah lui répond qu'elle a rien à lui dire, car quand son père se la jouait Trunks contre Freezer avec elle, la daronne prenait du bon temps avec Will. Oui, pour ceux qui n'ont pas suivi, le père de Noah l'a planté avec un couteau. Comment ça s'appelle la méthode inverse de la Montessori? Nous faisons la découverte du grand-père Lester, qui premièrement a l'air de bien aimer Sophia, et il n'est pas le seul. Et comme on a besoin de faire avancer l'intrigue, on apprend aussi qu'il a passé sous silence l'accident de voiture de Nick et Béa, et que cette dernière a fait un petit tour en hôpital psychiatrique. C'est pour nous introduire subtilement qu'elle est un peu zinzin. Et alors qu'elle crame des messages entre Nick et Noah, Béa nous fait comprendre subtilement qu'elle est un peu zinzin, en se parlant à elle-même. Mais on va pas le laisser gagner. N'est-ce pas, Béa? Et en découpant du... N'est-ce pas, chaton? Ok, là ça va chier. Personne ne touche à N, sinon je jure que je fais cramer Amazon, Gonzalez et toutes les squads réunies. Ouh, non, c'est bon. Nick et Sophia fêtent la réussite de leur affaire sous la lentille du photographe qui se diversifie cette fois, en shootant de profil. Et en 2 minutes, il y a déjà plus d'alchimie entre ces deux personnages qu'entre Nick et Noah sur l'équivalent de 2 films. Noah profite de la vie étudiante en buvant des shots, et N a très envie d'en boire apparemment, sûrement pour se féliciter d'être le meilleur acteur du film. Et alors que lui, là, et j'ai oublié son prénom, donc on va l'appeler Felipe. Donc Felipe, non attendez, Felipe c'est déjà pris, donc on va l'appeler Giuseppe. Et alors que Giuseppe est bien occupé à nous montrer que c'est un prédateur, en voulant profiter d'une meuf qui est bourrée, je le rappelle. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais Giuseppe, c'est le conseiller d'orientation de la fac. Donc là, il essaye de se taper une élève. Un contresens, la saga de tous les interdits. Il y en a pour tout le monde. C'est là qu'arrive Nick de retour de Londres, ce qui donne lieu à une dispute tout aussi artificielle que leur relation, et qui se finit sur la décision de prendre une pause. Ce qui nous redonne la séquence du premier film, avec montage parallèle et musique mélancolique. Noah découvre qu'en fait Nick et Béa n'en étaient pas à leur première rencontre. Ensuite, le réal se rappelle qu'à contresens, c'est aussi un peu les courses de voiture. Et aussi nulles soient-elles, j'avoue que je suis toujours impatient de voir comment il les foire. Mais maintenant, Nick et Lion, c'est des gars rangés, donc ils doivent trouver un bon plan pour aller faire vroom vroom sans se faire griller. Alors en fait, ils vont faire ça le soir du gala, ils vont faire genre d'aller récupérer un truc pendant que les filles se préparent, ils font la course genre ni vu ni connu, et ils reviennent pile à temps pour le début de la soirée. Ni vu, ni connu. Ha, ils se font griller direct. Et c'est le retour de Ronnie, qui lui aussi a une meilleure alchimie avec Nick, c'est fou. Quelqu'un veut pas faire une fanfic dessus? Je suis sûr qu'Amazon l'adapterait. Oh, et Garage à Langue est de retour aussi. Mais c'est Noël! Bref, les Power Rangers s'alignent sur la ligne de départ, et préparez-vous pour l'une des courses les plus rincées de l'histoire du cinéma. Et tiens, heureux de voir que le budget est parti dans la 3D. Ah, pour la réalisation, y a pas une thune. Par contre, pour faire des drones en 3D moche, là y a du monde, hein. Vite que ce film se finisse. Bon, la course, c'est exactement le même problème que dans le premier film. On ne ressent absolument aucune sensation de vitesse. Non mais regardez-moi ce plan. Ça
pue la tristesse. Ils font la course sur le périph' ou quoi? Ils font des zigzags, ils blablatent en se mettant à côté, ils se prennent en photo. Vous voulez pas essayer de faire la course au moins? Béa, la Pookie, appelle les Bleus, qui débarquent avec une Lamborghini. D'ailleurs, elle fait quoi ici? Lamborghini qui galère à les rattraper. Ça veut dire que les flics roulent genre à 30, car sérieux, il n'y en a pas un qui dépasse les 60 km/h. Et encore, je suis gentil, ils galèrent tellement qu'ils enclenchent la nitro. Ouais, la nitro, carrément. Sinon, regardez, il y a une petite pédale à droite. Essayez, vous allez voir, c'est magique, ça s'appelle l'accélérateur. Et même comme ça, ils se font semer, car la nitro dure genre 10 secondes, et ensuite ça met la bagnole en rade. Bref, Nick, Noah, Yenna et Ronnie arrivent sur la dernière ligne droite et ils décident de se venger de Ronnie en le prenant en sandwich. Alors profitons-en, petite sœur. Arrête avec ça. Bad Nick. Méchant Nick. Ça suffit de niquer ta sœur. Et de l'envoyer direct dans la voiture de police. Et d'ensuite laisser gagner Lion. Ah oui, je vous ai pas dit, mais en fait le but de la course, c'était que Lion gagne 15 000 € pour sauver le garage. Plutôt que de demander à ton entourage de millionnaires. Ronnie se fait arrêter et alors que les autres participants sont à l'arrêt, la police ne cherche même pas à les arrêter. Même quand ils se barrent, ils cherchent même pas à les poursuivre. Non, parce que Ronnie, il est pas tout seul à faire la course. Il faut être plusieurs pour faire ça. Entre ça et la Lamborghini, la police d'à contresens nous montre encore une fois qu'elle est aussi utile que les textures de Pokémon Zeda. Bon, mesdames et messieurs, nous arrivons sur la fin du film. Vous savez ce que ça veut dire. Oui, je sais, il va falloir sortir de la file fast-pass. Et oh, hein, ça va, vous plaignez pas. Déjà que je vous évite un atroce visionnage, soyez contents déjà. Excusez-moi, je crois que ce film est un Horcrux parce qu'il me tend. Tout ce joli petit monde débarque au gala. On a le droit à la fin de l'intrigue Yenna-Lion, qui n'a eu de développement que le nom, et Yenna finit par quitter Lion. Noah confronte Nick sur le fait qu'elle sait que lui et Béa ont une relation dans le passé, et en parlant de Béa, justement, nous avons toute une séquence avec musique dramatique comme si elle préparait le coup du siècle. Elle se dirige vers la cuisine, attrape un grand couteau et va briser un cadenas pour introduire Madame Expo. Non mais sérieux, un couteau pour briser une chaîne. Elle aurait pris une pince, j'aurais compris. Mais là, c'est plus probable qu'elle se coupe les doigts qu'elle coupe une chaîne. On n'arrête pas de me dire, mais c'est un film. C'est pas parce que c'est un film que ça doit être dénué de sens et de logique. Dans aucun monde ça marche de prendre un couteau pour briser une chaîne avec un cadenas. Même si c'est du cinéma, il faut que ça réponde à une certaine logique. Arrêtez de tout justifier. Bon, ensuite, Béa et Madame Expo se ramènent en mode slay sous gros ralenti et c'est parti pour le quart d'heure révélation. Et cette expression de Will me fait beaucoup trop rire. Nous apprenons donc qu'en fait Maggie Sandwich de petite sœur. est la fille de Will et donc la sœur directe de Nick. Et je ne laisserai pas ma fille dans le besoin. Quand on a un chauffeur, on n'est pas dans le besoin, madame. Comment tu as eu mon ADN? Oh, mais t'as pas suivi. Brosse à dents rose, brosse à dents blanche. Elle l'a dit à voix haute pourtant. Mais si elle a eu accès aux brosses à dents, c'est parce que c'est Noah qui l'a laissé rentrer. Donc Nick se sent trahi par Noah, la quitte et va galocher Sophia avant de se casser avec Lion. Et alors que Noah est au plus bas, Béa, la Light Yagami de Wish, vient lui mettre une petite rafale de coups de pied pour la terminer en lui montrant des photos de Nick et Sophia à Londres. Donc en fait, c'était elle qui avait engagé le photographe et elle finit par lui piquer ses clés. Après un petit tour en voiture où Lion lui dit « Ta mère !» Non, pas ça. Où Lion lui dit qu'il a abusé, Nick se rend compte de son erreur et va retrouver Noah à sa chambre étudiante. Mais comme cette dernière n'avait pas ses clés, elle va se réfugier chez Kyosepe, qui, à défaut de la réconforter, profite de la vulnérabilité de Noah pour l'orienter vers une nouvelle branche. Quand je vous disais que ce gars était un prédateur. Elle retrouve ensuite Nick qui l'attend sous une pluie battante, alors qu'il aurait pu l'attendre dans le hall ou devant sa chambre. Mais bon, vous comprenez, ça aurait pas fait assez dramatique. Et après un long regard où on peut sentir que les acteurs se les pèlent, ils finissent par se séparer définitivement. Le film se termine avec Noah qui se rend sur la tombe de son papa, où elle découvre que Nick, dans un dernier geste désespéré, a profané la tombe du paternel en taguant Oveleda dessus. Et sérieux, c'était vraiment pas le meilleur move à faire. Le générique commence alors que Noah marche au loin, et avec la musique et les scènes artificielles de drame, ça serait presque touchant. J'ai dit presque. Et c'est la fin d'À Contresens 2, qui à l'instar du 1 nous fait bien comprendre que la suite arrive.
En toute honnêteté, cette vidéo a été assez compliquée à écrire. Résumer le film est un véritable challenge tant il part dans tous les sens. Déjà, il se passe beaucoup trop de choses. En même pas 20 minutes, on a déjà 6 intrigues pour qu'au final, la moitié ne soit pas vraiment résolue ou alors expédiée sans développement. Ensuite, la plupart des choses qui se passent ne sont pas intéressantes, genre celle de Yenna et Lion. Sérieusement, qui en a quelque chose à faire? C'est vraiment juste là pour gonfler artificiellement la durée de vie du film. On dirait Ubisoft. Alors, j'ai pas lu le livre, hein, donc vous me direz, mais j'ai l'impression qu'ils se sont rendus compte que ce qu'ils voulaient raconter, c'est-à-dire la rupture entre Nick et Noah, aurait pu se résoudre en 30 minutes. Alors que le film adapte 2 livres. C'est quoi comme livre? Des prospectus? Donc ils ont gonflé le truc en mettant un love interest qui apparaît 4 fois pour Noah, l'histoire avec Lion et son frère, le truc sur l'appartement, tout ça pour étirer au maximum le truc. Car oui, le machin fait 2 heures. Car super tôt dans l'histoire, on voit que ça va péter. Entre l'arrivée de Sophia et Béa la folle, on voit dès le début où ils veulent en venir. En fait, c'est même pas un film, il n'y a pas d'histoire. C'est juste un agglomérat de petites histoires pour nous emmener vers le 3e film. Si vous rajoutez à ça le manque de subtilité avec les horribles dialogues et les trop nombreuses scènes de nudité, vraiment tout est prétexte pour les mettre à poil, on a très rapidement un film indigeste en plus d'être mauvais. Maintenant, sur le côté film en lui-même, au niveau de la réalisation, c'est toujours aussi pauvre. Comme je l'ai dit, on ne dirait pas un film, on dirait un téléfilm M6. La lumière, qu'elle soit globale, ou les couleurs dans tous les sens, on se croirait dans un laser game. Le montage présente d'énormes erreurs d'amateurs qu'on retrouve dans des courts-métrages étudiants. Sauf que là, le film a coûté 8 millions d'euros. Ouais, 8 millions d'euros. C'est autant que le chèque que Pierre Chabrier a sur son bureau, c'est vous dire. Mais bon, ça, on en reparle dans la partie production. La mise en scène de l'action, bah, il n'y en a pas. Gonzalez ne sait pas mettre en scène l'action, que ce soit les bagarres ou les courses comme on l'a vu. Vraiment, c'est pire que dans le premier. C'est vous dire la double purge que c'est. Au moins dans le premier, bah, il y avait un film. Bon, maintenant, on passe à la partie production et retour critique. Le film a été tourné d'août 2023 à février 2024. Enfin, plutôt les 2 films ont été tournés à ces dates-là, car oui, le 3e aurait été tourné en même temps. Et pour une post-production, cette fois de 10 mois. Et je trouve que ça se voit que moins de temps a été alloué au projet. Et comme je vous le disais, pour un budget de 8 millions d'euros. Mais comme on l'a vu, avec 8 millions d'euros, le rendu n'est pas fou, hein. Même plutôt cheap. Pour vous donner un ordre d'idée, le film Rocky, c'était 1 million de dollars de budget. Oui, mais c'était 1 million de dollars de l'époque. Oui, vous avez raison. Mais si on remet ça au budget d'aujourd'hui, ça fait toujours 2 millions de moins qu'à Contresens 2. Oui, mais Rocky, c'est pas pareil. Il n'y a pas d'effets visuels. Oui, c'est vrai. Enfin, après, les effets visuels d'A Contresens 2, voilà quoi. Ok, prenons plus récent. Monster de Gareth Edwards, sorti en 2010 pour un budget de 500 000 $. Allez, on rapporte ça aujourd'hui, ça fait 742 000 $. Et le film est bien plus abouti, même au niveau des effets visuels. Bref, comme quoi, le budget, c'est pas toujours gage de qualité. N'est-ce pas Captain America 4? Et au niveau des retours, alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle? Allez, la bonne. Les gens se sont rendus compte que, bah, c'était pas foufou. It's the biggest piece of dog shit. Avec une note inférieure à celle de son grand frère. Donc, il y a de l'espoir. Comme quoi, le brainwashing a ses limites. La mauvaise nouvelle, c'est que ça n'a pas eu un impact sur la suite. Bah non, la trilogie a été commandée, le 3e film a été tourné, il faut sortir tout ça. Et puis, à en croire ses retours, le 2e a quand même bien marché chez les fans. Ce film a la meilleure intrigue du monde. Cela peut inciter les spectateurs à voir et à revoir le film plein de fois. Faites bien attention aux scènes obscènes où il se fout à Walp. Un grand chef-d'œuvre. Je sais pas quoi dire. Ah non, c'est fini, on peut plus rien pour eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, même si je me suis engagé à faire A Contresens 3 dans ma première vidéo. N'hésitez pas à me faire savoir si vous voulez toujours la vidéo dessus en le commentant. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et booster la vidéo. Surtout, ça aide énormément la chaîne et je remercie tous ceux qui le font. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne, mais également à vous abonner à mes différents réseaux sociaux. TikTok et Insta, j'y partage beaucoup de contenu autour du cinéma. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciné. Salut!